Merci de nous rejoindre pour cette session du groupe utilisateur BIM Infrastructure, le GUBI ce matin. Nous sommes ensemble pour 1 heure jusqu'à midi. Aujourd'hui, c'est Denis Leroux de la société CETEC qui nous fait le plaisir de présenter pour ce groupe utilisateur. Je vais faire une courte introduction avant de lui passer la parole. Alors, le groupe utilisateur est passé sur LinkedIn depuis quelques mois maintenant. J'ai mis de côté l'utilisation de Meetup qui n'était pas très souple, pas très facile à utiliser. Sur LinkedIn, c'est plus clair, je pense, pour tout le monde. Donc, pour rejoindre le groupe, il suffit de rechercher le groupe GUBI sur LinkedIn. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à diffuser l'information. C'est sur le groupe LinkedIn que je publie les annonces pour les événements et que je publie les liens pour les inscriptions, pour les webinaires. Je vais tenter un truc. Je voulais mettre le lien. Pardon, je remets le lien ici dans le chat pour voir si théoriquement je dois pouvoir vous communiquer les informations. Il faut que je retrouve mon module de chat. Il est là. Voilà, donc vous avez dans la discussion le lien pour rejoindre le groupe ou diffuser autour de vous l'information pour le groupe LinkedIn. Les contenus du groupe utilisateur, les contenus du GUPI, toutes les présentations sont enregistrées. Elles sont publiées sur une playlist YouTube. Aujourd'hui, il y a 28 enregistrements qui courent de fin 2017 à aujourd'hui, donc ils sont en libre accès sur YouTube. Vous avez donc les dates avec les intitulés et la description des contenus. Donc vous pouvez de la même façon revoir ce que vous avez peut-être loupé ou des choses que vous avez déjà vues que vous voulez vous remémorer. Je vais faire la même chose ici. Je vais vous remettre le lien dans la conversation. Comme ça, voilà, vous avez accès à tout ça. Je continue. Les contenus du groupe utilisateur sont également disponibles sur un espace de partage à travers la plateforme cloud Autodesk BIM 360. Donc, c'est un projet BIM 360 qui est dédié au groupe utilisateur. Beaucoup d'entre vous en font déjà partie. De temps en temps, des nouveaux participants me demandent accès au groupe. Il suffit de me le demander, hein. Vous m'envoyez un email ou dans le chat, là, dans la conversation, durant la présentation, n'hésitez pas à me demander l'accès. J'ai besoin, pour vous donner l'accès à tout ce contenu, de votre adresse email, de votre identifiant Autodesk uniquement. Et à travers ce portail, vous aurez accès à tous les contenus qu'on utilise pour les présentations, les PDF, les PowerPoint. Les vidéos sont également publiées, donc si vous voulez les récupérer, plutôt que de faire un téléchargement de YouTube, ce qui n'est pas toujours très facile, vous les aurez directement sur cette plateforme. La plateforme peut aussi être utilisée en test si vous souhaitez tester la plateforme collaborative Autodesk. Attention, tout ce que vous y publiez est visible, parce que toutes les personnes qui ont accès à ce groupe voient tout ce qui est publié dans le groupe. Donc, j'ai vu que certains d'entre vous ont fait des tests, ont fait des manipulations, aucun problème, c'est libre d'accès. En revanche, pensez bien à éventuellement effacer après les données que vous y publiez, parce que ce que vous testez est visible par tout le monde. Je vais vous mettre également ici le lien vers la plateforme. Mais de toute façon, si vous n'y avez pas accès aujourd'hui, il faut que je vous autorise l'accès. Prochain Gubi. Après celui-ci, nous avons déjà le prochain call qui est calé aujourd'hui. Ce sera le 16 décembre à 10 heures, donc un peu plus tôt que d'habitude parce qu'on prévoit une session un peu plus longue, un peu plus d'1 heure, peut-être 1h30, voire 2 heures, on ne sait pas exactement. Et il s'agira de la présentation du projet du canal Seine-Nord-Europe par l'équipe qui a gagné les BIM d'Or 2021 dans la catégorie infrastructure et qui va venir nous parler, nous présenter ce projet.
comment ils ont pu travailler ensemble et mettre l'accent sur des points particuliers de ce projet. Bien sûr, on va communiquer, je pense, dès cette semaine ou la semaine prochaine sur plus de détails et sur l'inscription. Ce sera à nouveau une inscription Zoom webinaire pour cet événement. Autre événement, un webinaire infrastructure à venir cette semaine, qui sera sur le thème Civil 3D et BIM Collaborate Pro. Donc, c'est un webinaire Autodesk en français. C'est moi qui vais l'animer. Donc, le sujet, ce sera comment on utilise Civil 3D avec la plateforme collaborative Autodesk BIM Collaborate Pro. C'est jeudi 18 à 11 h, un webinaire d'1 heure. Il faut vous inscrire également. Aujourd'hui, il y a une communication sur Village BIM. De la même façon, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas encore inscrits et qui sont intéressés par ce sujet, je vous mets le lien dans le module de conversation, dans le chat, vers l'article Village BIM qui vous permettra de vous inscrire au Zoom webinaire. Voilà pour l'essentiel de ce que je voulais vous dire en introduction. Maintenant, je vais laisser la parole à Denis qui va nous parler ce matin de Subassembly Composer avec un focus sur la notion d'échange de valeurs entre les profils en travers type de Civil 3D et comment on peut gérer ça à travers Subassembly Composer. Donc je vais arrêter mon partage d'écran et Denis, je te laisse la parole. Yes. Bon, bonjour à tous. Ravi de pouvoir vous présenter ce matin Subassembly Composer et on va dire la partie échange de valeurs. Vous allez voir, c'est assez rigolo. En tout cas, moi, je m'éclate à faire ce genre de choses. J'espère que ça vous donnera envie d'y aller. Très rapidement, qui je suis? Donc, je suis Denis Roux. Ça fait bientôt 20 ans que j'ai mis les pieds dans le domaine des infrastructures. J'ai commencé par 5 ans de formation en tant que formateur chez Geomansura. Je suis parti en Irlande, je suis revenu en France chez CETEC donc depuis 2011. Ça fait 10 ans que je suis dans le groupe. Et vous allez voir un petit peu sur des projets assez intéressants. Voilà, des projets de référence, autoroute A36, A45, A89, A6, nœud de Chambéry, en ferroviaire du BPL, du CNM, les débuts de HS2, TELT, et puis le projet de recherche nationale Main. Voilà. Alors, le programme de la présentation que j'espère pouvoir tenir dans les temps, je raccourcirai s'il y a besoin. C'est un petit historique en fait de comprendre pourquoi on est, en tout cas chez CETEC, allé vers ce type d'utilisation. Ensuite, pourquoi passer du paramètre? On va passer les paramètres de façon simple avec les paramètres en tant que tels. Et après, on va aller regarder ce que ça peut donner sur les points marqués. D'accord? Et derrière, à la fin, je vous montrerai quelques petits cas d'usage autres que le cas basique sur lequel on travaille. Alors, et ouais, effectivement, ça ne rajeunit pas. Ça fait 10 ans que je suis chez CETEC. Et quand je suis arrivé, j'ai travaillé sur un projet qui s'appelle BPL, donc Bretagne Pays de la Loire. On a été un petit peu à l'âge de pierre parce que moi, si vous vous souvenez de ce que je vous ai présenté, j'ai travaillé pendant 5 ans chez Geomansura. En Irlande, j'ai travaillé sur un logiciel de conception aussi numérique sur des grands projets. Et là, j'arrive sur un projet BPL où les sub-assemblies sont constitués seulement à partir d'éléments de la palette de base et de la palette générique. Donc, je ne sais pas si vous avez utilisé un petit peu ces éléments-là. Pour faire de la LGV, c'est un petit peu light. Et à l'époque, c'était sous Civil 3D 2013. Juste pour vous expliquer un petit peu en quoi c'est light, quand vous prenez, par exemple, une pente de talus sur le bord de votre plateforme et vous voulez changer la pente d'une risberme, par exemple, comme chacun des éléments sont des éléments... hop, je sais pas si vous voyez une souris. Ah, zut. Pardon. Voilà. Comme chacun des éléments ici sont des éléments indépendants les uns des autres, quand vous voulez changer la pente de cet élément ici, l'élément qui est en dessous ne va pas suivre, il faut venir changer la pente, et quand vous changez les pentes, vos épaisseurs de terre végétale sur la risberne ne sont plus bonnes, et vos écartements ne sont plus bons là aussi, donc vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 éléments à changer pour que ça puisse fonctionner correctement. Donc autant dire que c'est une galère, ça prenait à peu près une vingtaine de minutes pour changer une pente, je dis bien qu'une seule pente sur un demi-profil, imaginez quand il y en a deux. Et quand on voulait construire des surfaces pour faire des cubatures, il nous fallait à peu près 1 heure. Donc les profils types étaient composés d'une multitude d'éléments et je vous garantis que ce n'était pas hyper simple à gérer.
Alors, à partir de 2011, j'ai foutu le boxon, on va dire. J'ai tout cassé sur le tronçon sur lequel je travaillais. C'est-à-dire que les autres tronçons ont continué à travailler avec les éléments de base. Moi, j'ai commencé à utiliser SubAssembly Composer. Et l'idée, c'était de venir faire des éléments qui sont indépendants les uns des autres, mais qui sont intelligents et qui sont spécifiques à leur domaine métier. Par exemple, une plateforme de section courante, un talus, un fossé, un talus avec Risbern, etc. Donc l'idée, c'était aussi de revenir un petit peu à mes premiers amours, c'est-à-dire les briques de Lego, où on vient construire les profils types les uns à côté des autres. Donc, voilà un petit peu à quoi ça ressemblait un profil type sur BPL, une fois modifié. Alors j'ai recherché, j'ai passé à peu près 1 heure à essayer de rechercher des profils types d'avant ça, j'ai pas retrouvé. Donc je vous montre juste les profils types, on va dire, deuxième génération sur BPL. Et on arrivait à sortir des profils en travers qui ressemblaient à peu près à ça. C'était quand même pas trop dégueulasse et c'était relativement automatisé. Alors, ensuite, entre 2015, 2011 et 2016, j'ai pas mal ramé parce que ce déploiement a été assez intéressant sur beaucoup de projets, mais la grosse problématique, c'est que j'étais relativement seul pour faire cette maintenance, donc un gros point de vigilance à tous ceux qui nous écoutent et qui sont en train de développer des subassembly. Pensez à la maintenance des subassembly et pensez au relais, parce que si vous êtes tout seul à le faire, un jour vous allez exploser, je vous le garantis. D'accord. Donc sur ces 5 années, il y a à peu près 130 subs que j'ai pu développer pour les besoins des projets routiers, ferroviaires et autres. Au passage, j'ai même fait quelques subs en code dur. Alors de 2016 à maintenant, on a vraiment changé de mode de transport, on va dire, avec l'arrivée de la HS2. En 2015, moi j'ai commencé à travailler sur HS2, sur les premières modélisations, les premières briques. Et donc Justine Vassar, que vous connaissez peut-être, est arrivée et a commencé à travailler avec moi sur les subassembly. Elle est partie au Royaume-Uni et avec, on va dire, je pourrais dire un cheval de Troie sur place. Ça s'est beaucoup mieux passé pour la mise en place des subs et surtout pour la construction des subassembly. Aujourd'hui, on a fait un renforcement d'équipe, on a à peu près une dizaine de personnes chez CETEC qui savent manipuler et construire des subs assez, assez complexes. Juste pour vous donner un ordre d'idée sur HS2, en haut, vous avez un profil type. Alors, c'est assez conceptuel, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Et en dessous, vous avez un profil en travers restitué et on est sur du multi-axe pour ceux qui connaissent. Peut-être, Denis, un petit rappel, HS2, je C'est pense la que ligne à grande vitesse ouais. entre Londres et Birmingham. Mm. Donc, CETEC fait partie d'un groupement CIK. Attendez, je ne dis pas de bêtises, IK maintenant, de mémoire. Et on travaille sur C2, C3, donc qui sont des sections centrales entre Londres et Birmingham. On est sur du greenfield, on n'a pas du tout de tunnel ou d'autres choses. Et toute la modélisation est faite les terrassements est fait avec Civil 3D, en tout cas pour la section courante et les rétablissements. Et on est en groupement avec Arcadis et COI sur la partie design. Voilà. Et Ok. on va dire qu'on apporte très largement notre pierre à l'édifice dans la partie construction des éléments de profil type. Mais en tout cas, les deux équipes en produisent en fonction des domaines. Voilà. Mais la plus grosse équipe est chez nous sur tout ce qui est subassembly. Alors, vous allez me dire, mais Denis, c'est génial, moi, écoute, j'arrive très bien à faire des subassembly sans avoir à passer des paramètres. Pourquoi les passer? Alors, si on prend l'idée des Lego, d'accord, on va se dire, je veux faire des éléments, je fais une chaussée égale une voie, d'accord. Donc c'est plus simple à maintenir, c'est-à-dire que vous faites un élément de chaussée, vous en mettez 3, 4, 5, et en fait, si vous avez une opération de maintenance à faire sur une subassembly, vous la faites une fois, quel que soit le nombre de voies de votre route. D'accord. Et ça va se mettre à jour automatiquement. Si vous voulez ajouter de nouveaux comportements de votre subassembly, c'est beaucoup plus simple en termes de maintenance. Donc, par exemple, je veux avoir une première chaussée. Donc, j'ai un élément ici que je mets au centre, d'accord. Et je veux que mon deuxième élément de chaussée puisse venir récupérer les épaisseurs de structure, la pente et éventuellement les matériaux qui sont employés sur les différentes couches de chaussée. D'accord. Donc ça, c'est le genre de choses que je vais vous montrer ce matin. Ça marche assez bien et c'est relativement simple à faire.
Alors, un autre exercice qui est un petit peu plus complexe, imaginons que maintenant je suis en train de créer un rétablissement de communication. Donc là, je suis toujours sur la route, hein. Après, je ne vais pas spécialement vous montrer du LGV ce matin ou des choses comme ça, mais le principe est le même et je pense que c'est plus simple à comprendre sur la route. Où je veux avoir un merlon dont le dessus du merlon est calé à 1,50 m, par exemple, au-dessus de mon bord de chaussée. Alors ça, c'est assez rigolo parce que si vous avez un accotement dont la largeur varie ou dont la pente varie, eh bien, si vous basez la construction de votre merlon seulement sur cette hauteur ici, eh bien, vous êtes marron, ça ne marche pas. La seule alternative que vous pourriez faire, c'est venir faire un premier passage de votre projet 3D, extraire la polyligne 3D et faire une cible du merlon par rapport à cette polyligne 3D. Mais là, on commence à devenir très complexe et surtout, ça demande une rigueur de tous les instants que, évidemment, un moment de temps ou l'autre, vous oublierez de faire. Et dernier exercice qui est un peu plus rigolo, où moi je me suis pas mal cassé la tête dessus. Donc là, ce sont des sources de Littal, hein, complément des échangeurs, pour tout vous dire. Vous avez une section courante qui est en haut, d'accord? Vous avez conçu votre projet routier comme d'habitude, avec une sub-assembly comme d'habitude. Ici, vous avez un premier projet 3D, qui est le projet 3D de votre section courante, donc projeté depuis l'axe rouge, et vous avez votre chaussée. Et quand vous allez vouloir venir caler cet axe-ci, non pas en plan, mais en altimétrie, le guide vous dit qu'en fait, cette zone-ci, qui s'appelle le TPL, normalement, on est coplanaire où on autorise une pente maximum de 2% au niveau de la balise à ce niveau-là. Donc, en termes de calage du profil en long, quand vous êtes dans des sections en courbe avec des pentes dans tous les sens, c'est assez galère. Donc là, l'idée, c'est de voir comment est-ce que je peux appuyer la construction de ma bretelle en utilisant une surface projetée. D'accord? Sans modifier ma sub-assembly, sans modifier mon projet, en tout cas la construction de mes sub-assemblies, de mon projet qui est en place. Ça te va, Vincent, comme programme? Sans couper son micro. Parfait. Et... Merci. Alors, le plus simple, c'est le passage de paramètres par les paramètres. Comment ça fonctionne? Dans SubAssembly, quand vous venez créer un paramètre, par défaut, vous venez créer un paramètre de type input. D'accord? C'est-à-dire que vous créez votre paramètre, vous lui mettez une valeur. Ma couche 1 est une épaisseur de 10 cm. D'accord? Ensuite, on va venir créer un paramètre output. Donc le paramètre output, alors là j'ai mis invisible, mais c'est une erreur de frappe. C'est un paramètre que l'on va voir, mais qu'on ne va pas pouvoir modifier. D'accord? Et la valeur du paramètre est passée au moment de la construction du profil. Moi, ce que je vous conseille, c'est que vous allez voir, hein, quand vous créez vos paramètres de sortie, de mettre un préfixe ou un suffixe pour bien les identifier et savoir que c'est un paramètre qui va sortir de votre sub et non un paramètre qui va rentrer dans votre sub. Et je vous invite à faire la même chose également pour les cibles. Si vous faites des cibles, toujours mettre un préfixe pour dire que c'est une cible de tel ou tel type, parce qu'autrement, vous pouvez avoir des problématiques de noms qui se recoupent et ça peut vite mettre le bazar dans vos sub-assembly. Croyez-moi. Alors, donc, on va venir créer notre première sub-assembly avec notre paramètre output, ici pour dire l'épaisseur de la couche numéro 1. Et dans les propriétés du profil type, alors là, il faut faire très attention justement à la construction de votre profil type, c'est-à-dire que les éléments doivent être construits, mon élément qui est ici, puis mon élément qui est là. Il ne faut pas que j'inverse l'ordre, hein. Il faut impérativement que ma couche de la chose rapide ici soit construite avant celle-là. Et dans les propriétés du profil, on va venir connecter les valeurs. Donc les résultats sont visibles plus ou moins directement en fonction de si votre projet a été calculé ou pas calculé dans l'interface du profil type. Et c'est surtout bien visible au moment où vous avez calculé vos profils entre elles. Alors, en vrai, comment on fait? Alors, ça, c'est une petite vidéo. Donc, je vais commencer par créer mes paramètres. Voilà, donc je vais créer un paramètre de super élévation. Je vous expliquerai après. Je vais faire une petite pause là-dessus. Vous verrez, il y a une petite formule que je passerai à Vincent en commentaire pour qu'il puisse le poser ensuite en commentaire de la vidéo. Donc là, je viens de créer une chaussée
avec deux paramètres pour la gestion du dévers. Hein. Soit j'utilise un dévers manuel parce que je suis sur un rétablissement et que je n'ai pas fait de variation de dévers de chaussée et que j'en ai pas besoin. Soit j'ai une super élévation que je veux utiliser. Dans ce cas-là, je vais pouvoir utiliser la valeur de la super élévation plutôt que la valeur du dévers manuel. D'accord. Je viens construire également mon épaisseur de chaussée, de couche, d'accord, de ma couche numéro 1 et mon épaisseur et mon type de matériau que je vais utiliser. Alors, autre chose aussi, quand vous nommez vos éléments de profil, moi, je vous conseille toujours de venir appeler tous vos éléments constructifs au début et mettre ensuite la variable, en tout cas la valeur que vous voulez indiquer. C'est beaucoup plus simple pour vous y retrouver, c'est-à-dire que vous allez chercher la couche numéro 1 et dans la couche numéro 1, vous allez voir changer l'épaisseur plutôt que de chercher les épaisseurs et dans les épaisseurs de la couche numéro 1. Enfin, c'est ma petite lubie. Alors ensuite, on va passer à la construction de ma sub. Donc là, j'ai des petits problèmes d'affichage. Je vous en parlerai si vous voulez à la fin. Si vous rencontrez ça, je vous aiderai. Donc moi, je commence toujours par créer dans mon workflow des variables. Donc, une zone de variables pour venir dire, ben voilà, comment est-ce que je vais construire mon projet. Et là, ici, vous voyez, je crée une variable qui va me permettre de dire, c'est une variable qui va m'aider à calculer mon dévers utilisé. Alors, pourquoi je fais ça? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mis ici soit un paramètre de super elevation, d'accord? Donc ça qui sont les dévers calculés de Civil 3D, soit un dévers manuel que l'utilisateur peut rentrer à la main, s'il n'a pas calculé de valeur de dévers. Je vous montrerai la formule après. Alors, attendez, pourquoi il me refait ça? Voilà. Donc, petite interlude sur les dévers de chaussée. Ça, c'est une formule que j'avais trouvée sur un site d'Autodesk en anglais. C'est très intéressant. Ce que ça dit très rapidement, c'est une formule qui est assez barbare, mais c'est assez simple. En fait, vous allez juste regarder ici si votre subassembly est en mode layout, c'est-à-dire en mode représentation, enfin en mode affichage et non en mode construction. Donc si c'est dans ce cas-là, on va juste aller chercher le dévers qu'on a mis ici, hein. C'est ce qu'on vient faire. Et ensuite, on va aller chercher de façon imbriquée, savoir si la super elevation qu'on a utilisée, c'est-à-dire ce paramètre-là, est de type left line, left inside lane. Donc si c'est le cas et que la valeur de la super elevation en left line, left inside lane est bien définie. Donc je vais chercher cette valeur-là. En fait, il va tester comme ça tous les paramètres, voir si c'est celui que l'on utilise et s'il est utilisé, est-ce qu'il est défini? Et s'il est défini, je prends la valeur. Si ce n'est pas le cas, je vais récupérer la valeur du dévers manuel. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, je vous partagerai hein, cette équation. Une fois qu'on a fait ça, donc on va venir construire notre couche. Donc ça, c'est du très très classique. Vous connaissez, hein, je ne vais rien vous apprendre là-dessus. Je me suis rendu compte au passage que j'avais oublié de faire la largeur de ma chaussée. Voilà. Et je ne sais pas pourquoi, j'étais fatigué hier soir, j'ai mis 2,5 m. Donc ce sont des voies très étroites. Voilà, je viens construire mes points. Pour chacun de mes points, bon, je viens mettre des codes. Alors, la façon dont je crée mes codes en général, je mets toujours un code de forme. D'accord. Donc là, c'est ma couche de roulement. Et PHI, c'est pour point au intérieur. Donc c'est le point qui est le plus près de l'axe. Et vous allez avoir un point au extérieur, donc ça va être le point 2, il va être en PHE. Et ensuite, vous allez avoir les points bas, donc point bas intérieur et point bas extérieur. Bon, pour ceux qui font du subassembly, hein, vous verrez que c'est assez important d'avoir une codification très rigoureuse sur vos projets. Donc, ce que je viens faire ici, c'est que je viens utiliser le dévers utilisé, la valeur du dévers utilisé, pour construire ma structure de chaussée. D'accord? Donc là, mon point 2, il va utiliser de façon automatique soit le dévers qui a été rentré par l'utilisateur, ou si j'ai défini un dévers cible, le dévers cible désigné.
continue la construction, on va venir mettre des codes dessus. Ouais, je regarde s'il y a des questions, mais pour l'instant, il n'y en a pas. On laisse ça se dérouler. Voilà, je construis la structure. On vient construire la forme. Voilà, et après, c'est du classique. Je vous apprends rien. Alors, j'ai fait exprès de faire la construction complète plutôt que de vous montrer des sub-assemblies déjà toutes faites. Je pense que c'est plus intéressant pour avoir toute la démarche de construction de la sub. Donc là, j'ai construit ma sub-assembly. Ça, c'est le genre de choses qu'aujourd'hui, vous avez déjà en stock normalement chez vous. Donc, vous savez déjà faire. D'accord? Donc, jusque-là, il n'y a rien de neuf. D'accord? Alors, hop. Où ça devient rigolo? Attendez. Alors, pourquoi je suis pas... Ah oui, j'avais oublié de faire un truc, j'avais oublié de mettre en left. Ça, il faut faire super gaffe hein, quand vous créez vos subs à les mettre du bon côté. Donc là, j'ai créé mes paramètres. D'accord? Maintenant, je vais créer les output parameters. Alors, les output parameters, comment ça marche? Je viens créer un paramètre. D'accord? Et là, je vais dire que c'est l'épaisseur de ma couche numéro 1. Alors, là, c'est un petit peu débile, si vous voulez, dans le sens où je vais rentrer une épaisseur de couche et je vais ressortir une autre épaisseur de couche. Maintenant, vous pouvez imaginer des cas dans lesquels, quand vous êtes par exemple sur la couche de forme, où vous pouvez avoir une variation d'épaisseur de couche. D'accord? C'est-à-dire que votre couche de forme, elle a une pente supérieure et une pente inférieure. Et donc là, l'épaisseur à laquelle vous démarrez votre construction peut avoir un intérêt. D'accord? Donc là, je viens exposer, vous voyez, en output aussi, deux paramètres. Donc, les paramètres de dévers de chaussée, d'épaisseur de couche et de pente. Et de matériaux, pardon. Je viens ensuite créer une séquence pour définir les paramètres de sortie, et je viens définir mes paramètres de sortie. Pour chacun des paramètres, je vais chercher les valeurs qui m'intéressent. Donc là, c'est le dévers utilisé, en fait, hein, que je vais renvoyer. Donc ça vous montre qu'on peut renvoyer soit une valeur calculée, soit renvoyer directement un paramètre qui est un paramètre d'entrée. Donc là, je renvoie directement mon épaisseur de couche. Et je vais refaire la même chose avec mon matériau. Ici. D'accord? Donc là, ma subassembly, j'enregistre et elle est prête à être utilisée. D'accord? Et là, vous retrouvez bien vos paramètres en mode output. Ça marche? Alors, maintenant, comment est-ce qu'on va faire dans Civil 3D? Donc, dans Civil 3D, comment ça va fonctionner? Je vais venir, comme d'habitude, importer mon élément de profil type. D'accord? Je vais venir construire un profil type. Bon, j'ai un peu triché, hein, c'était déjà préparé. Et je pose mon profil type dessus. Et vous voyez, hop, je vais juste faire une pause ici. Hop. Vous voyez ici que les paramètres de sortie, normalement, se collent directement en haut. D'accord? Et ce sont des paramètres qui ne sont pas modifiables par l'utilisateur. D'accord? Alors là, l'affichage n'est pas dynamique parce que je viens d'insérer la sub, d'accord? Mais quand votre sub elle est déjà insérée dans votre projet et qu'elle est déjà calculée, vous verrez que ça se met à jour automatiquement. Pardon, on était rendu là. Donc là, quand vous venez effectivement changer les valeurs, vous voyez que la valeur qui est au-dessus ne change pas. Donc je vais le mettre en miroir. Et là, en fait, je suis venu construire un élément classique. Si je viens remettre un deuxième élément de chaussée, c'est là que ça commence à devenir intéressant. Je vais pouvoir venir dans les propriétés de mon profil type, aller dans la partie construction. Donc ça, c'est ma première chaussée, c'est le premier élément que j'ai mis. Donc, je vous conseille à chaque fois de toujours nommer vos éléments. Donc là, chaussée voie rapide et chaussée voie lente. D'accord? Il y a un petit problème de régénération. Je suis sur 2019, donc ça a peut-être été corrigé après. Mais on va venir sélectionner. Alors attendez, hop, j'ai fait un petit peu de pause pour vous compreniez. Je vais venir sélectionner en fait dans ma couche, dans ma subassembly de voie lente, je viens utiliser des valeurs qui ont déjà été exposées par une autre subassembly. Et ici, vous venez choisir la valeur qui vous intéresse.
Voilà, donc on fait la même chose. Donc pour les matériaux, pour le dévers et éventuellement pour l'épaisseur. D'accord? Vous ne pourrez récupérer que des éléments de même type. D'accord? C'est-à-dire que si vous exposez des valeurs de type string, vous ne pourrez vous ne pourrez récupérer que du string. D'accord? Donc là, vous voyez que j'ai un profil type avec des dévers qui ont déjà été appliqués. Les dévers en question, c'est le voie extérieure droite et là, c'est le voie extérieure gauche. Donc, right outside lane slope and left outside lane slope. D'accord? Donc, ce sont ces éléments-là que je vais venir configurer sur mon profil type. D'accord? Et je ne les configure, je ne les ai configurés, je ne sais pas si vous avez vu, que sur mes éléments centraux. D'accord? Je viens configurer ici, normalement, je viens configurer, qu'est-ce que je fais ici? Je viens le renommer. Alors, vous pouvez aussi dire droite ou gauche, hein, si vous voulez. Ça peut avoir un intérêt. Même chose de l'autre côté. Je viens prendre mon élément, le deuxième, et je viens lui dire, ici, je viens prendre la voie de dévers. D'accord? Et ensuite, sur mon deuxième élément, je vais venir chercher les épaisseurs. D'accord? Et je viens choisir les matériaux et le dévers, qui va en fait être le dévers automatique. Et OK. Donc là, en fait, votre profil en travers, il est prêt à être utilisé. D'accord? Et on voit bien les valeurs qu'on a été chercher. Ouais. Opération suivante, création du profil en travers du projet 3D. Donc pour créer le projet 3D, hein, c'est comme d'habitude, on vient construire notre projet 3D. Ah, j'ajoute une ligne de base. Ah, bon, c'est du très basique. Hein, mais c'est sur la base, hein, d'un projet réel, qui est la 89 A6, sur lequel les créations enfin, ces éléments-là ont été très utiles pour simplifier la vie des projeteurs. C'est-à-dire qu'en tant que peut-être référent de conception avec Civil 3D, c'est vous qui allez, en tout cas, créer les bases des profils types et aider les projeteurs à les prendre en main et à les appliquer derrière. Projeteur ou BIM modeler maintenant, puisque c'est le mot à la mode. Sur le fond, il n'y a peut-être pas beaucoup de changements, en tout cas, sur les logiciels d'infra qu'on les utilise aujourd'hui. Donc voilà, on retrouve notre profil en travers notre projet 3D qui a été construit. Et ce qu'on va aller vérifier, c'est, déjà, vous voyez que les épaisseurs de chaussée, les épaisseurs de structure, ce sont les mêmes, et les dévers, ils ont suivi. Même si je n'ai pas donné, si je n'ai pas forcé de dévers sur les éléments extérieurs, sur les voilantes. Donc, c'est-à-dire que vous venez en fait paramétrer un seul élément, et quand votre profil en travers type il est configuré, vous venez paramétrer un seul élément, et derrière, tous les autres éléments vont suivre. D'accord? Donc, l'exercice d'après de mémoire, c'est que je vais aller, voilà, voilà. Donc, on a été à la modification, des épaisseurs, enfin, des matériaux, et vous voyez que quand je viens changer sur mon élément de base, d'accord? Alors là, je vais faire deux choses. D'un côté, je désolidarise les dévers, et vous voyez que les éléments vont venir bouger les uns par rapport aux autres. C'est-à-dire je modifie une seule fois la valeur, et cette valeur, je ne la modifie pas n fois. Donc, je vais reconstruire mon projet. J'ai changé les matériaux aussi. Enfin, je vais changer les matériaux après, vous allez voir. Et là, dans mon projet, vous voyez bien que mes épaisseurs de structure, dans mon profil en travers, ça a bien changé aussi. Et si je bouge et que je vais voir dans d'autres zones, c'est tout bon, ça a bien suivi. D'accord? D'accord. Et là, on trouve bien la cassure où j'ai mis mon dévers à 3% et je ne veux plus suivre les règles de variation de dévers. Autre chose assez intéressant aussi, et là, c'est qu'avec le passage de paramètres que vous pourrez le faire, c'est le changement du type de matériau. C'est-à-dire que quand vous venez changer le type de matériau, donc là, les matériaux, ils ont été changés juste sur un élément. Et vous voyez, au niveau des hachures, on n'est plus sur le même hachure, on est sur un hachurage qui est un peu plus espacé, donc qui est notre convention en fait pour afficher les types de matériaux en graph bitume.
D'accord? Donc, vous voyez, entre la partie gauche, où vous avez des hachures très fines, et la partie droite, où vous avez des hachures un peu plus épaisses, vous avez bien les deux types de matériaux qui ont été appliqués, mais sur toute la largeur de votre profil. D'accord? Voilà. Donc ça, c'était la partie, on va dire, fun et rigolote et pas trop prise de tête pour passer les paramètres. Maintenant, j'ai essayé de vous expliquer assez sommairement des choses un peu plus complexes. Donc, passage par les points marqués. Alors, comment ça fonctionne par les points marqués? Alors, les bases, par quoi commencer? La seule chose qu'on va pouvoir passer, c'est une géométrie. En fait, c'est une position X, Y. D'accord? C'est-à-dire que on va pouvoir seulement passer ce genre d'informations. On ne va pas pouvoir passer de paramètres de type string, c'est-à-dire que un matériau ou un code de forme qu'on va vouloir appliquer, on ne va pas pouvoir le passer par les paramètres. Donc, sur le principe, sur la subassembly parent, c'est-à-dire les subassemblies que vous avez déjà en théorie, vous allez juste venir créer des points marqués sur ces subassemblies. D'accord? Et positionner les points d'intérêt qui vont vous intéresser pour la suite de la construction. Et sur la subassembly fille, vous allez venir créer des points, soit des points de construction, soit des points auxiliaires, qui vont aller chercher la marque que vous avez donnée. Alors, le point de vigilance, c'est que la marque que vous allez mettre, elle doit être unique dans votre projet. D'accord? Vous allez voir, il y a une petite astuce derrière. Comment ça va se construire? Donc, les valeurs vont automatiquement se raccrocher. D'accord? C'est-à-dire qu'il n'y a aucun paramétrage à faire pour l'utilisateur. Donc, ça, c'est un réel plus. D'accord? C'est-à-dire que vous pouvez avoir des projeteurs ou des BIM modelers qui vont prendre dans toutes leurs briques de Lego et construire leur profil type sans avoir à rien paramétrer. C'est-à-dire qu'il y a une sub qui va en guider l'autre et ça va se débrouiller tout seul. Par contre, le résultat n'est pas visible directement. Si vous vous souvenez des sub-assemblies que je vous ai montré au tout début là, sur HS2, c'est un peu Picasso, quoi. C'est très conceptuel. Mais ça va fonctionner au moment de la construction du projet 3D. Voilà. Donc en fait, les éléments vont venir s'accrocher de la sorte. Alors, si on reprend les cas pratiques de tout à l'heure, on reprend notre épaisseur de chaussée. Alors, je vais changer un petit peu de mode. Donc, si on reprend pour notre chaussée, on va venir créer ici, en tout cas, sur notre chaussée principale, l'élément de base. On va venir créer, donc, alors moi, je mets PM, c'est pour point marqué au intérieur, d'accord? Point marqué au extérieur. Donc, ça, ce sont mes deux points marqués que je vais venir créer ici. Et c'est en mode 7, c'est-à-dire je viens les créer. Ici, j'ai un autre point marqué que je vais mettre, vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Et quand je viens récupérer mon épaisseur de couche, d'accord, en fait, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir chercher ce point-là, c'est-à-dire que la sub qui est en noir va venir sémenter sur ce point-là, et la sub qui est en noir ici, ce point-là va venir sémenter sur l'autre point qui est en bleu ici. D'accord? Quand on va vouloir venir faire passer de la pente, c'est encore un autre exercice, c'est-à-dire que notre subassembly d'intérêt ici, c'est la subassembly noire, d'accord? Et sur cette subassembly noire, on va venir récupérer les deux points qui sont ici, et qui sont en fait des points déportés par rapport à la construction de notre subassembly. Votre point d'insertion, votre point 0 de votre subassembly noire, il est là, et les points que vous allez chercher, ils sont potentiellement avant votre point d'insertion. D'accord? Alors, comment on fait? Premier exercice, création des points marqués de subassembly composer. Donc, comme je vous ai dit, les points marqués doivent être uniques par projet 3D, en tout cas par baseline. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez un profil à droite et un profil à gauche, et que vous mettez le même code de points marqués, ça ne marche pas, parce que vous avez le même code de points marqués qui existe des deux côtés. Donc la petite formule que je viens traiter ici, je viens juste dire si mon côté est à gauche, alors le code de points marqués, donc là j'ai créé le code de la couche 1, point marqué au intérieur, gauche, d'accord? Et sinon, si je ne suis pas à gauche, je considère que je suis à droite, et au lieu d'avoir un code G, j'ai un code droite. D'accord? C'est-à-dire que j'ai en fait un code de points marqués qui va s'adapter au côté duquel la subassembly est appliquée.
Donc voilà, juste un petit tip pour que vous puissiez voir comment on applique une subassembly. Enfin, en tout cas, si les codes sont bons, moi, ce que je viens faire, c'est que je viens créer un point supplémentaire. Le code que vous voulez vérifier, vous le mettez dans le code de points et vous affichez les codes. Et là, vous regardez et vous voyez le code du point numéro 5 va venir changer en fait au moment où vous changez de côté. Donc là, c'est juste pour vérification, d'accord? Mais ce que ça veut dire, c'est-à-dire que mon code ici, de point marqué, va bien changer en fonction du côté d'application de ma subassembly. Après, derrière, hein, c'est très simple, vous faites du copier-coller. Vous allez voir, ça c'est mon outil préféré sur Subassembly Composer, copier-coller. Et je viens créer les codes pour mon point haut intérieur, haut extérieur et point bas extérieur. En fait, il suffit juste de venir remplacer les quelques valeurs. Hop. Voilà, donc là, j'ai mes 3 points marqués d'intérêt qui sont créés. Et maintenant, il va falloir que je vienne les positionner. Donc ça, voilà, c'est juste de montrer que ça, c'est toujours une vérification que je fais, vérifier que les codes sont toujours bons. Ça, faites bien attention à ça, parce que c'est souvent le bug des points marqués qui ne fonctionnent pas, ce sont les codes qui ne sont pas bons. Donc, je viens créer mes points marqués. Donc là, je viens définir mes points marqués sur le point 1. Donc, je vais mettre le code que j'ai calculé ici avec le suffixe droite ou gauche. D'accord? Et je vais faire la même chose. Alors, je vous invite à mettre toujours en commentaire, ça vous aide à vous repérer derrière. La même chose avec mon point 2. Voilà, donc là, je suis en point haut extérieur. Voilà. Et un dernier, vous voyez, ça vous fait des petits triangles. C'est pour ça que j'avais mis des petits triangles dans la représentation. Vous faites la même chose sur le deuxième. Donc ça, il faut bien que vous compreniez que ce sont des choses que vous pouvez faire sur les subs que vous avez déjà en place. D'accord? Et c'est là où je veux vraiment attirer votre attention. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va vraiment vous permettre d'accélérer votre productivité sur les subassembly que vous avez en place. D'accord? Donc ça, en fait, c'est la même sub que tout à l'heure qu'on a construite. Hein, vous voyez, on retrouve d'ailleurs les inputs et les output parameters. La seule chose qu'on est venu faire, c'est rajouter des points supplémentaires. Alors, là maintenant, attendez, voilà. Maintenant, je vais venir construire donc la subassembly fille. Donc là, je change complètement de mode, c'est-à-dire que je vais venir faire une subassembly et celle-ci ne va récupérer absolument aucun paramètre, ou presque aucun paramètre. D'accord? On va juste récupérer les matériaux, parce que ça, je vous ai dit, les matériaux, je ne peux pas les passer via les subassembly, via les points marqués. D'accord? Et je vais venir juste m'accrocher sur la sub existante. Donc, je vais dans la sub existante, et ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer les noms des variables qui m'ont été utilisés. Toc, tout simplement, un copier. Je retourne dans ma nouvelle subassembly fille, je les colle. Donc, je récupère exactement les mêmes valeurs, les mêmes paramètres. D'accord? Donc là, je retrouve mes 3 codes d'intérêt. Et je viens construire mes points de recherche. D'accord? Moi, je vous conseille vraiment de faire les points de recherche en points auxiliaires. D'accord? C'est beaucoup plus simple quand vous allez vouloir faire des choses un peu compliquées en termes de construction conditionnelle, etc. Donc, qui rappelle peut-être les points auxiliaires, hein, c'est des points qui aident à la construction, des points intermédiaires, on dirait, mais qui ne sont pas les points finaux de la construction. Les points finaux de la construction. Ce sont des points qui sont invisibles dans Civil 3D. Donc voilà, donc là j'ai fait un premier point auxiliaire, et ce premier point auxiliaire qui est un point de recherche de la subassembly, c'est un point qui va aller chercher le code de point marqué au intérieur. D'accord? Donc c'est le point qui est quasiment à l'axe. D'accord? Mais de la sub précédente, de la voie rapide. D'accord? Là, on va venir faire les différents points. Au passage, vous voyez, je crée des previews. C'est-à-dire que là, les zones, toute la construction, c'est de la construction en mode preview. C'est-à-dire que cette construction, elle n'existera pas si les codes de points marqués, enfin les points marqués ne sont pas trouvés. D'accord? Vous êtes bien sur de la construction en preview. Attention à ça. D'accord?
Donc là, je viens construire. Donc là, j'ai mis juste une épaisseur à moins 0,5, d'accord? Mais c'est juste pour pouvoir avoir une représentation graphique, une représentation graphique conceptuelle, d'accord? Et derrière chose, je viens construire mes couches. Ça, après, vous connaissez. Je ne peux pas accélérer, je suis désolé, je crois qu'on va un petit peu déborder, Vincent. Oui, c'est pas grave. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'avec la vision, on ne sait pas s'ils s'endorment derrière. Non, non, les gens sont toujours connectés. Ouais, enfin, ils pourraient très bien être toujours connectés, mais dormir. Non, non, je pense que... Voilà, donc là, ce que je viens faire, je viens récupérer, je viens faire une variable qui va me permettre de calculer le dévers de l'élément précédent. Alors, pourquoi je fais ça? C'est tout. Je vous conseille toujours à chaque fois de venir faire des variables pour calculer tout ça, parce que les variables, ça vous permet de contrôler, avec la méthode que je vous ai montrée tout à l'heure, ça vous permet de contrôler les valeurs. Et là, ce que je viens faire, c'est que je viens dire l'épaisseur de ma couche, c'est quoi? L'épaisseur de ma couche, c'est la différence en Y entre mon point auxiliaire AP2 et AP3. Donc, on est d'accord entre, voilà, ça c'est ce que je suis en train de montrer, on vient chercher la différence entre ces deux points. Ensuite, je viens chercher le dévers. Donc ça, c'est une variable que je viens de créer aussi. Et là, je vais aller chercher des fonctions qui sont des fonctions inclus dans les éléments qui constituent les sub-assemblies. D'accord, je fais juste une petite pause. C'est-à-dire que je vais chercher mon point AP1 et vous avez des méthodes associées à ces objets qui vous permettent de calculer des distances, de calculer des pentes et calculer tout un paquet de choses. Et moi, ce que je vais lui dire, que mon dévers de chaussée que je vais utiliser, c'est la pente que j'ai entre mon point AP1 et mon point AP2. Je crois que ces formules sont disponibles dans l'aide en ligne de Sébastien. Oui, vous faites Ouais. F1, vous faites F1 et vous cherchez dans API, Ouais. API Tools. Ça explique les codes à saisir pour récupérer les valeurs. Ouais. Voilà, parce qu'il y a des choses assez rigolotes du style, un coup, il faut mettre des guillemets, d'autres fois pas de guillemets. Donc, Ouais. bon, voilà. Donc voilà pour la construction de mes points, donc qui sont en fait le squelette de ma subassembly qui va venir derrière. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va venir construire notre couche. Là, il n'y a rien de très compliqué. Je peux vous abréger la souffrance. Hop, on va avancer jusque par là. On construit. Voilà, on va arriver jusque là. Donc là, j'ai oublié la largeur de chaussée. Et quand je vais venir construire donc mon point P3, d'accord, je vais venir chercher mon dévers calculé. D'accord. Voilà. Donc là, c'est le dévers qui est automatiquement calculé à partir de la pente entre AP1 et AP2. D'accord. Et les épaisseurs de couche, bah, c'est la même chose, ce sont des épaisseurs qui sont calculées. D'accord. On fait la construction des éléments. J'avance un petit peu. Hop. Donc là, on est comme d'habitude sur des éléments de construction classiques. Et juste pour vous montrer que ça fonctionne, donc en mode preview, là, je viens juste changer mes delta X et delta Y de ma sub. Donc ça, c'est toujours des choses qu'il faut que vous fassiez aussi. C'est-à-dire contrôler le fonctionnement de votre sub avant de la mettre en production. En tout cas, déjà dans SubAssembly. Donc vous avez vu, j'ai changé le Z de ce point-là et mon élément qui a suivi derrière a été modifié. Comment ça se passe dans Civil 3D? C'est relativement simple. Alors là, ce que vous n'allez pas voir, c'est que j'ai déjà mis à jour en fait la sub de chaussée. C'est-à-dire que par rapport à l'élément de base, je suis déjà venu mettre à jour ma sub qui constitue le point marqué. C'est-à-dire que j'avais juste ajouté les subs de base. Donc, je suis venu copier mon profil type. Donc, j'efface les anciens éléments. Je rebranche mon dévers. D'accord. Et je vais aller chercher mon profil en travers type fille. Voilà. Donc, voilà. Je vais le chercher et je vais juste l'insérer. Pof. D'accord. C'est tout ce que j'ai à faire. Là-dessus, j'ai aucune paramétrisation. La seule chose que je peux éventuellement vouloir faire, c'est au niveau des codes de matériaux. Si je veux récupérer les mêmes codes de matériaux, ça, comment je fais? C'est comme tout à l'heure, dans les propriétés du profil type. Et vous allez voir que votre élément fille, vous ne retrouvez que les matériaux, que vous pouvez les chercher sur l'élément précédent. D'accord. Et là, vous voyez, toc, directement, les matériaux sont mis en conformité avec l'élément précédent. Donc, en termes de simplicité pour la création du profil,
on voit qu'au lieu de paramétrer 2 ou 3 valeurs pour chacun des éléments de chaque côté, là, on est juste venu passer les paramètres de matériaux. Alors, application du profil type. Alors, pourquoi je fais ça? Ouais, parce que j'avais dû oublier de faire la mise à jour. Voilà. Alors, pour regarder ma fenêtre. Pourquoi il n'est pas fonctionné? Si. Attendez, je vais aller un petit peu plus loin. Donc voilà, je viens calculer mon projet 3D. Donc votre projet 3D, il se calcule. D'accord? Je viens changer mon profil type. Je recrée mon projet 3D. Donc là, il y a eu un petit changement parce que j'ai changé les largeurs de chaussée. Et ce que vous allez voir, c'est que vos éléments, ici, sont bienvenus avec ce nouveau profil type, se coller automatiquement et avoir au final le même comportement que tout à l'heure. D'accord? Donc en termes de maintenance, le gros intérêt, c'est que ces éléments, vous pouvez les maintenir de façon indépendante et que si vous modifiez un élément, bah, vous n'êtes pas obligé de reprendre tout le comportement de votre profil type. Ou si vous avez besoin de construire un comportement particulier sur une partie de projet particulière, vous n'êtes pas obligé de tout déconstruire votre projet. Vous pouvez venir prendre une sub-assembly, la modifier spécifiquement pour la zone qui vous intéresse et pas tout construire et arriver sur des sub-assemblies qui sont hyper complexes, qui doivent gérer tous les cas. Voilà, donc là, mes éléments, en fait, vous voyez, hein, la grosse différence, c'est que là, les épaisseurs, même si on les change, ça ne change pas sur le profil en travers adjacent. Là, ça s'avère que ce sont les mêmes épaisseurs, mais parce que j'ai mis les mêmes épaisseurs de base. On va venir reconstruire le projet 3D. Et là, les épaisseurs que j'ai changées et les dévers que j'ai changés vont venir automatiquement être appliqués. Vous avez vu, là, mes épaisseurs ont changé, ils sont bienvenus s'adapter à la nouvelle épaisseur de l'élément qui est à l'axe de la chaussée. Ok. Alors, d'autres cas d'usage, et ça devrait être assez rapide, pour mieux comprendre. Donc là, en fait, on est sur une chaussée, on est sur un élément qui est, on va dire, assez basique, et où l'usage n'est pas toujours bien compréhensible, en tout cas pour ça, surtout si on fait des plateformes complètes. L'intérêt que ça a, c'est quand vous allez commencer à travailler avec des éléments qui sont à côté. D'accord? Quand vous allez, par exemple, venir calculer un merlon et que ce merlon doit venir être collé par rapport au bord de chaussée, bah, ce point marqué, on l'a déjà. D'accord? Donc l'idée, c'est que je vais pouvoir, dans mon merlon, venir récupérer ce code et faire ma construction. Donc le merlon, il ressemble à ça. D'accord? Même chose, je viens recopier les variables de mon autre élément. Ça, vous connaissez. Comme j'ai fait tout à l'heure. En fait, une fois que vous avez commencé à faire l'exercice, vous allez voir que ça va hyper vite. Alors, attendez, hop, rendez-vous ma souris. Donc, je viens construire. Voilà, donc ça, c'est mon merlon classique. J'ai créé mes variables. Je viens insérer ma séquence qui va aller chercher les points marqués. D'accord? Donc là, je vais juste chercher mon point marqué de bord de chaussée, hein, c'est le seul dont j'ai besoin. Donc, je fais exprès de le mettre un petit peu en décalé. On va venir calculer les variables sur la hauteur du merlon. D'accord? Et la hauteur de mon merlon, c'est quoi? Je suis un peu loin. Qu'est-ce que j'ai fait? Vous ne l'avez pas vu. Bon, la hauteur de merlon, ça se calcule, c'est par différence d'altitude entre le point P1, P2 et la hauteur de référence que vous cherchez par rapport au bord de chaussée. D'accord? Je vais venir le faire. Donc là, je viens créer mon merlon, etc., etc. Donc, on vient construire la hauteur du merlon et après, comme
comme d'habitude, hein, vous venez faire des tests pour vérifier que ça réagisse bien. Donc, je viens changer artificiellement la hauteur de mon bord de chaussée. Vous voyez que la hauteur de votre merlon vient se modifier en conséquence. D'accord? Et raisonnement par l'absurde, d'accord, vous pouvez aussi vérifier que le 1,50 m est bien vérifié. Si je mets 1,50 m, en final, je n'ai pas de merlon qui est construit. D'accord? Comment ça s'applique dans Civil 3D? Donc là, je vais juste récupérer le profil qui est en place, hein, juste garder cet élément-là. J'allais chercher mon profil type de merlon. Alors pour l'exercice, je rajoute un élément préconstruit. Donc je vais juste mettre un élément qui a une largeur de 2,50 m avec un dévers à moins de 5 pour simuler un accotement. Suite à ça, vous venez intégrer votre merlon. Toc. Votre merlon, il est intégré automatiquement et il va tout seul, en fait, aller chercher le point qui lui est nécessaire pour sa construction. Donc, on vient mettre tout ça en miroir. J'en ai mis un de chaque côté. Et comme d'habitude, on vient reconstruire le projet 3D. Donc votre projet 3D, là, vous voyez bien qu'il y a plus de lignes parce que votre merlon est venu s'y insérer. Alors j'ai un petit bug sur l'affichage parce que j'avais des codes que je ne gérais pas dans les éléments de base. Et ce que je viens faire, je viens faire une cotation, d'accord, qui va me montrer que mon merlon, la hauteur, elle est bonne. Donc je prends par rapport à mon bord de chaussée, la hauteur de mon merlon, et là, mon merlon, il fait bien 1,50 m. D'accord? Il est bien venu se connecter automatiquement à mon bord de chaussée et mettre la hauteur que j'ai demandé. D'accord? Pour vérification, en fait, je vais calculer la hauteur du merlon. Et vous voyez que la hauteur du merlon, c'est pas du tout 1,50 m. Hein. Ouais. Voilà. Après, dans l'exercice que j'ai fait, juste pour vous montrer en 2 mots, j'ai changé mon accotement, j'ai changé la largeur. D'accord? Alors ça peut, c'est valable aussi si vous avez des cibles. D'accord? Quand vous avez des cibles, en fait, vous avez des paramètres comme ça qui peuvent venir varier et c'est recalculé en temps réel. C'est-à-dire que là, la hauteur de mon merlon a été changée en hauteur absolue, mais la hauteur par rapport à mon bord de chaussée est toujours bonne. C'est-à-dire que si vous avez une largeur d'accotement qui varie, votre hauteur de merlon sera toujours bonne. Ok. Ouais, ça rend l'ensemble réactif à son environnement, en fait. Exactement. Paramétrique. Ouais. Bon, et le dernier, et j'arrête de vous embêter, celui-ci. Donc celui-ci, très rapidement aussi, j'ai un projet, d'accord, et j'ai un deuxième projet sur lequel je viens de construire. J'ai besoin de me créer une surface, d'accord, qui va me permettre de positionner mon profil en long. Comment je fais ça? C'est tout simplement, c'est très simple. Comme d'habitude, je viens récupérer les points qui m'intéressent. Je les colle dans mes variables sur un nouveau projet. D'accord. Je vais venir créer une forme spécifique pour la construction de ma surface. Donc les points marqués, ça je vous apprends plus comment ça se fait. Hein, on récupère le code. On va créer le point marqué en question. Voilà, je l'ai fait en direct de mémoire. Ouais, non, j'ai fait en direct, je sais plus. Hop, ici. Donc je crée mon premier point qui est mon point en final d'axe. D'accord. Un deuxième point qui va être mon point de bord de chaussée. J'accélère. Hop. Et après, par rapport à ça, je vais venir construire une structure de surface, d'accord, qui est basée sur ces 2 points et sur la pente qui est récupérée. Et je viens mettre une largeur cible sur laquelle largeur je veux étendre ma surface. Et grâce à ça, donc je viens faire ma largeur. Je viens également donc créer mes points marqués, mes liens. Donc les liens, hein,
ce sont les éléments qui vont nous permettre de construire notre surface. D'accord ? Et je viens mettre des codes, qui sont des codes qui vont permettre de donner une limite de façon automatique à la construction de votre surface 3D. Donc là, en fait, j'ai juste un lien avec des points marqués, enfin des points pas marqués pour le coup, hein, des points codés, qui viennent se construire. Et en fait, ces éléments-là vont venir automatiquement s'aimanter à ma chaussée existante et venir se projeter. Donc, comment ça se construit sur mon projet 3D? Donc, je suis juste en fait venu prendre ma chaussée existante et je la colle dessus. Je lui donne une largeur une surlargeur d'application. Donc là, en fait, je suis dans une zone de projet. Donc, je viens construire ma surface avec les codes que j'ai donnés et la limite que j'ai donnée. Là, c'est ma surface violette, en fait, qui est une surface qui est complètement coplanaire avec la surface qui est en dessous. Alors, le non-coplanarité, c'est juste dû au lissage des courbes. D'accord ? Mes deux surfaces sont bien coplanaires. Et du coup, dans mon projet d'axe, donc qui est en fait ici, je vais pouvoir venir échantillonner la nouvelle surface ainsi construite. Je la mets en jaune et je sais que c'est une surface de référence à partir de laquelle je vais pouvoir venir construire la géométrie de mon axe, de ma bretelle. D'accord ? Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que généralement, si vous reprenez simplement la surface projet dans cette zone-là, au niveau de votre section courante, vous risquez d'avoir une bande d'arrêt d'urgence ou un accotement qui a une pente différente et ça fausse complètement la géométrie de votre bretelle. Donc en faisant ça, ça marche pas trop mal. Très bien. Et pourquoi j'en ai une deuxième? Voilà. Voilà. Donc en tout cas, moi je vous remercie. Moi je vous dis, ça a peut-être été un petit peu rapide. L'intérêt, c'est que Vincent a tout enregistré, que vous pourrez revisionner ça sur YouTube. Oui. Allez-y. Franchement, c'est quelque chose qui est assez simple à comprendre une fois qu'on a mis les mains dans le cambouis. Au début, c'est un petit peu galère. Mais derrière, franchement, vous allez vous éclater, vous allez vraiment pouvoir accélérer votre productivité et segmenter en fait la construction de vos éléments de profil en travers sans ajouter une surcharge de travail pour vos modeleurs derrière. Merci beaucoup, Denis. C'était très Voilà. intéressant. La plupart des personnes sont restées connectées. Si toi, tu as encore un petit peu de temps, il y a quelques questions. Oui, j'ai du temps. Et puis, si on n'a pas le temps de répondre à toutes ces questions-là, écoutez, vous viendrez soit voir Vincent, soit moi sur le salon IBO Je préfère en que tu janvier. sois là pour répondre. Ah oui, bon, oui. Alors ça c'est Infrabim Open, ouais, tout à fait. Qui a été décalé et qui est reporté à début janvier, c'est ça? Oui, 10, Ouais. 11, 12. Oui, très bien. Alors, je pars de la dernière question. Allez, monsieur Quentin, c'est ça. Voilà. Alors, je sais pas si tout le monde la voit ou s'il y a que nous, Denis, Allez, qui Lila, la comme voyons. ça, au moins, tout le monde l'aura. Ouais, bonjour. Beaucoup de codes subassembly composer, point, lien, shape, sont personnalisés. Pas de problème pour les projets franco-français quand tout le monde a les mêmes installations de Civil 3D. Mais quid des groupements internationaux type HS2 dont tu as parlé, quand on a plusieurs ingénieries internationales qui travaillent sur le même projet. Des astuces pour faire en sorte que tout le monde ait le même fichier de conversion, donc les fameux fichiers .code français, anglais, hein, qui sont les fichiers qui font les associations entre des codes de différentes langues, point d'interrogation. Des installateurs de contenu métier ont-ils été développés, par exemple? Non, absolument pas. Pour HSE, on est parti sur des codes en anglais. Point. Et D'accord. Donc le ce qui a été gabarit, décidé, c'est que tout le monde travaille avec des codes en anglais, comme ça il n'y a pas voilà. de... Et le gabarit Civil 3D utilisé, c'est un gabarit qui est paramétré pour manger les codes qui ont été définis sur le projet. D'accord. Donc au départ, tout était bien calé, tout le monde travaille avec des codes en anglais, le gabarit, le DWT Alors, on fourni à leur tout a le pas monde est laissé le le choix. même et c'est... D'accord, ok, Voilà. ça marche. Si je remonte, donc il y a eu quelques autres questions qui dataient plutôt du début de ta présentation. Peut-être que Oui, pour certaines, il y a eu des réponses
sur le reste. L'application de la valeur output, Oui, c'est que par côté. Ouais. On ne pourra pas aller. En fait, c'est dans votre branche de construction, c'est-à-dire que Oui. votre branche de construction dans Civil 3D, elle se construit un côté puis l'autre côté, et elles sont pas directement connectées. D'accord. Avec les output paramètres, vous ne pourrez pas aller chercher des paramètres à gauche si vous êtes à droite. Ce que vous pouvez par contre faire avec Subassembly Composer, c'est-à-dire que avec les points marqués, c'est-à-dire que si vous voulez aller chercher des paramètres sur une construction à droite, des points qui ont été construits à gauche, il suffit soit d'inverser la construction droite-gauche, donc commencer par le côté gauche et ensuite par le côté droit dans votre essence de construction. Autre option, c'est de venir créer un nouvel élément construction à droite, d'accord, une fois que droite et gauche ont été construits. Ça peut être utilisé, par exemple, si vous voulez récupérer, je sais pas moi, les entrées en terre de vos talus, les deux côtés, et par rapport à ces deux points d'entrée en terre de vos talus, faire une construction quelconque. Vous faites votre construction gauche complète, droite complète, Ouais. Et ensuite, vous allez faire une nouvelle construction, peut-être centrée, cette fois-ci, qui va pouvoir aller chercher les points marqués que vous aurez posés à droite et à gauche. Donc, il faut vraiment faire très attention à l'ordre dans lequel C'est les entités se indispensable. construisent quand tu génères Oui. ton Subassembly Composer, parce que Ouais, ça c'est joue sur exactement beaucoup ça. de choses derrière après. Oui. Très bien. Ouais. Super. Et puis, il y avait des premières questions qui sont arrivées au début sur la notion d'ajouter un lien directement quand tu fais ta construction. Tu sais, tu peux placer un point en lui disant, cocher, j'ajoute le lien automatiquement. Et Moi, il y a je aussi suis... cette option Aware là, qui est dans l'interface de construction des points, des liens. Alors, AOR, je ne sais plus à quoi ça correspond. Moi, j'utilise Honnêtement, pas. moi non plus, je pense pas m'en être déjà servi. Je crois que ce sont des paramètres qui sont automatiquement calculés. C'est-à-dire que quand tu viens faire un dévers de chaussée, tu peux automatiquement récupérer un dévers de chaussée par les paramètres que tu as donnés. Enfin, voilà, c'est des choses qui ne marchaient, qui sont peut-être arrivées. Axe of rotation, oui. Okay. Axe de rotation, oui. Axe de rotation. Ouais. Ça, ce sont des choses qui, moi, j'utilise pas. J'utilise peu. Non, je m'en suis jamais servi non plus de ça. Si on l'a utilisé sur HS2, on l'utilise pour la voix. Mais bon, c'est pas. Moi, je l'utilise pas. Après, on peut l'utiliser. On va dire que toutes nos constructions sont faites sans, et aujourd'hui, on n'a pas tout refait pour. Sur le fond, sur les principes que tu as expliqués, ça change pas grand-chose. Hein. Non. Et pareil pour le mode de placement des liens, en fait. Hein. Exactement. Donc les liens, moi, je préfère les créer en dur, ou en tout cas exposer seulement une partie des codes à l'utilisateur pour éviter justement d'avoir des choses qui partent en sucette ou d'avoir trop de paramètres pour les utilisateurs à la fin. Ok. Parfait. Je vois pas d'autres questions. Voilà. Remerciement de la part de Rabé, avec plaisir. Très bien. Bah, écoutez, on a un petit peu dérapé. Merci énormément, Denis. C'était dense, il y a eu beaucoup de Merci. choses. Merci pour l'exercice, d'avoir su faire passer tout ça en si peu de temps. Et bien sûr, donc ouais, c'est pas simple. Il y avait beaucoup de choses dans ton discours, des concepts. Je pense que tout le monde n'a pas l'habitude d'utiliser ça, c'est certain. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'on voit toutes les portes que ça peut ouvrir pour automatiser le comportement des profils en travers type dans les projets. Ouais. C'est vraiment un concept qui est hyper intéressant. Faut s'y plonger. Oui. Et une fois que vous y êtes plongé, vous ne pourrez plus voir autrement. Franchement, non, concrètement, hein, si aujourd'hui, je prends encore une fois comme exemple HS2, si aujourd'hui on sait faire ce qu'on fait sur HS2, c'est-à-dire du full solid 3D sur toute la section courante, c'est bien parce qu'on utilise les points marqués. Si on n'utilisait pas les points marqués, on aurait été incapable de le faire. Même avec une équipe de 10 personnes, créer les profils types. Parfait. Voilà. Merci beaucoup. Merci Denis, merci à tous de nous avoir suivis ce matin, et puis à très bientôt. Donc je vous rappelle, un prochain rendez-vous Gubi le 16 décembre. À bientôt. Au revoir. Au revoir.